Moi, j'ai démarré en 2005-2006 avec des potes, des amis à moi. On s'est tous dit un jour, il faut qu'on crée des business en ligne. C'est quoi les chiffres de Chloé sur les réseaux? Elle est à 320 000 je crois sur Instagram, 340 000 sur YouTube. On a plus de 20 millions d'écoutes et on a eu une activité aujourd'hui qui tourne entre 1,5 et 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Comment tu places ton argent? Tu vois, tu parles de faire du levier. Bon, tu sais, tu n'ignores pas que c'est ma passion, faire du levier bancaire. Et eux ont créé un site quelques années après. Ils sont devenus multimillionnaires en l'espace d'un an. On s'était fait conseiller par un jeune qui avait 20 ans, mais qui était un expert sur les réseaux de crypto. Il était très sympa. Et on a placé 1 million d'euros. Bonjour à tous et bienvenue dans Money Talk, le podcast business, motivation, entrepreneuriat. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Bérangé Nico, un entrepreneur qui va nous raconter son histoire. En attendant, si c'est pas encore le cas, pensez à vous abonner directement sur YouTube. Pensez à vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, à nous mettre 5 étoiles et des commentaires sur Apple Podcast et Spotify. Bérangé, bienvenue. Hello Manuel. Je suis très heureux de t'avoir dans le podcast. Alors Bérangé, on s'est rencontrés dans des masterminds. On pourra peut-être en parler après. Donc des groupes d'entrepreneurs qui travaillent autour du business. Et j'ai été très impressionné à l'époque par tes chiffres parce que c'est vrai que c'est des métiers qu'on connaît pas forcément. Est-ce que peut-être tu veux commencer par nous dire ce que tu fais dans la vie, un petit peu ton projet actuel, tes entreprises actuelles et nous dire quel âge tu as, où est-ce que tu vis? Yes, et avec grand plaisir. Alors je fais juste une brève intro. Je suis je bégaye, d'accord. Donc il risque d'y avoir des petits accrochages, des répétitions. Si c'est ça, c'est pas le podcast qui bug ou les AirPods, c'est juste moi qui bégaye. Voilà. Pas de souci. Maintenant que c'est dit, donc je m'appelle Bérangé, j'ai 38 ans, j'habite à Lyon. Je suis entrepreneur depuis toujours. J'ai jamais été salarié, donc j'ai démarré directement quand j'étais encore étudiant avec des petites activités en tant qu'indépendant et directement dans le web, dans le digital. À l'époque, je faisais de la rédaction de contenu, SEO. Okay. Donc j'ai vraiment toujours été dans le domaine du web marketing. J'ai appris un peu sur le tas et donc j'ai démarré en 2005-2006. Donc ça fait un petit moment maintenant. Ça fait presque une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, je bosse toujours dans ce domaine-là. J'ai une société une activité principale avec un associé qui, elle, est la vitrine de notre activité. Elle s'appelle le Chloé Bloom sur les réseaux sociaux. Et alors, je dis traditionnellement que j'ai une société qui fait de l'édition digitale. Okay. Parce qu'on vend de la formation en ligne. On est donc dans le domaine de la formation en ligne, de l'accompagnement. Et la spécialité de Chloé, c'est la spiritualité, développement personnel et bien-être. Donc voilà, on crée des contenus dans le domaine de la spiritualité, du bien-être, des contenus gratuits qui nous servent à gagner en visibilité et des contenus payants qui sont les produits qu'on vend via notre activité. C'est hyper intéressant. Donc si je comprends bien le binôme, toi tu es un peu l'homme de l'ombre. Elle est alors est-ce qu'on peut dire qu'elle est influenceuse ou pas? En tout cas, elle a une très grosse communauté, je crois. C'est quoi les chiffres de Chloé sur les réseaux? Elle est à 310, 320 000 je crois sur Instagram. Donc on a démarré en 2017, il faut savoir. On a démarré en 2017 à 310, 320 000 sur Instagram, 340 000 sur YouTube. Le podcast est plus gros puisque on l'a lancé en 2019. On a plus de 20 millions d'écoutes. 20 millions d'écoutes. Donc c'est un des plus gros. Il fait partie du top 15-20 podcasts francophones. Toutes catégories confondues. Wow. Un épisode par semaine depuis 2019, sans jamais louper une semaine. Ça, c'est dur. Et pas une seule interview du podcast où elle parle toute seule. Donc voilà, on a pas mal de monde. On n'a pas une communauté énorme. Il y a des gens qui ont beaucoup plus de gens que nous, mais on a une communauté qui est déjà assez sympa et on a eu une activité aujourd'hui qui tourne entre 1,5 et 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc d'un point de vue extérieur pour les gens, quand ils voient une influenceuse entre guillemets, et on reviendra sur ce qualificatif là, qui fait ses stories et ses vidéos, on se rend pas compte de l'ampleur de l'entreprise qu'il peut y avoir derrière. Mais voilà, on est monté jusqu'à 10 salariés. On a une grosse machinerie derrière qui nous permet de faire tourner la boîte et de faire en sorte que ça paraisse le plus naturel le possible et simple possible aussi auprès de l'audience, ce qui va participer aussi à l'engagement et à créer la connexion à créer la connexion avec Chloé. Mais en arrière-plan, du coup,
il y a du boulot et je suis un peu l'homme de l'ombre. On me voit pas du tout. Alors notre audience, nos clients, notre communauté sont bien au courant que Chloé est pas toute seule, qu'il y a un associé, une équipe, etc. Mais c'est vraiment Chloé qui est l'image de la boîte, qui a la visibilité, qui fait la visibilité, et moi derrière qui m'occupait initialement de la partie marketing et commerciale parce que c'était un peu mon truc, et qui au fil du temps, avec le développement de l'activité, a pris les fonctions de responsable financier, administratif, juridique, etc. Parce que y a plein d'autres choses qui sont ajoutées. Comment on démarre comme ça à rencontrer une associée qui est à l'époque peut-être plus influenceuse qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui j'ai compris que le business avait évolué, qu'elle fait pas que de l'influence et qu'elle est vraiment entrepreneur et qu'elle apporte de la valeur. Vous apportez ensemble de la valeur avec l'entreprise. Comment ça se passe la rencontre? Alors la rencontre elle est un peu particulière. On est amis avec Chloé avant d'être associés. Alors on s'est rencontrés, pour la petite histoire, on s'est rencontrés en boîte de nuit. Parce que je suis sorti avec une de ses meilleures amies à l'époque, donc on s'est rencontrés comme ça. On était potes de soirée, et moi je travaillais déjà avec des personnes qu'on qualifiait d'influenceurs à l'époque, qu'on appelle des créateurs de contenu maintenant, parce que ça a évolué quand même depuis. Parce que influenceur c'est peut être mal vu. Non, en fait, c'est un modèle économique qui est un peu différent. Alors oui, il y a une image des influenceurs, mais les influenceurs ont souvent un modèle économique qui va tourner autour du placement de produits. L'influenceur, il a une visibilité et il va faire un peu le panneau publicitaire pour des marques auprès de son audience et de sa communauté, alors qu'il y a un créateur de contenu, une créatrice de contenu, on va vendre ses propres produits. Nous, on crée nos propres produits. La partie influence et partenariat représente, moins de 5% dans le modèle économique. Et donc, en fait, avec Chloé, on s'est rencontrés. Moi, je bossais déjà avec des gens, je faisais déjà ça. J'étais déjà dans ce domaine-là depuis quelques années. Elle voyait que ça marchait très bien. Je bossais avec des gens qui avaient des très grosses communautés, qui sont devenus encore plus gros par la suite. Et elle était salariée. Elle avait combien d'abonnés quand vous êtes rencontrés? Quand on a démarré l'activité, elle avait moins de 10 000 abonnés, entre 5 et 10 000 abonnés. Et toi, tu as détecté chez elle un potentiel. Comment tu t'es dit, je vais miser? Parce que tu as misé aussi sur elle. J'ai misé du temps. Je vais être honnête, il y a une part de chance, parce que j'ai misé sur d'autres personnes. Ça n'a pas aussi bien fonctionné. Mais en fait, elle avait déjà un certain engagement. Elle avait une toute petite communauté. Elle avait quelques milliers d'abonnés, ce qui était déjà un bon début en 2017. Avoir 7-8 000 abonnés en 2017, c'était pas mal. Et surtout, il y avait un très bon engagement. Elle avait un truc qui est des fois un peu indescriptible, qui est un peu impalpable, une forme d'énergie et d'engouement à faire à son contenu, et qui matchait vraiment avec les quelques milliers de personnes. Et je lui ai dit, elle m'a dit, est-ce que tu penses que je peux faire comme tu fais avec Nassim? À l'époque, je bossais avec Nassim Saïli, qui est devenu un des plus gros youtubeurs muscu. Je lui dis, oui, on peut essayer. Je t'explique un peu comment ça fonctionne, comment le business fonctionne. Et ton job, c'est de créer du contenu, parce que c'est ce que tu sais faire de mieux, et c'est ce qui va faire que les gens vont accrocher. Et mon job derrière, c'est de mettre en place l'écosystème marketing, technique, commercial, etc. pour transformer la visibilité en un système commercial et un vrai business, quoi. Donc on a commencé comme ça, vraiment très simplement. Je lui ai expliqué, je lui ai dit, tiens, toi tu fais ton contenu, tu parles des trucs qui te plaisent, qui pensent qu'ils peuvent plaire à la communauté, et moi je m'occupe derrière de mettre en place tout ce qu'il faut. Et donc elle a pu se focus son temps sur sa zone de génie, on va dire, qui est la création de contenu. Exactement. En ligne sur ses réseaux. Et toi de l'autre côté, tu lui donnes des indications sur les sujets, ou est-ce que c'est plus elle qui sent ça parce qu'elle connaît sa communauté? Comment ça se passe dans l'articulation? Sur les sujets, je n'interviens absolument pas. J'interviens absolument pas, c'est pas mon domaine. Et ce qui fait aussi que notre binôme il marche bien, parce que j'ai eu d'autres associés. J'ai été associé avec d'autres personnes qui sont aussi des amis. Ça s'est pas forcément toujours aussi bien passé. Ça s'est toujours très bien fini en termes d'amitié. Ça a été un peu plus compliqué en termes de business. Mais ce qui fait que ça fonctionne avec Chloé, c'est que on a chacun nos zones de génie. Moi, je suis incapable de faire ce qu'elle fait. Je n'y connais rien à son expertise. Alors, je peux pas dire que j'y connais rien, parce qu'on peut pas rester associé à quelqu'un dans un business comme ça si vraiment on n'y connaît pas. Mais disons que c'est elle qui a vraiment l'expertise
et la manière de faire. Et après, moi, j'ai ma zone de génie aussi. Et en fait, on communique beaucoup. Je vais lui donner plus des indications sur la manière de tourner les choses pour amener derrière, s'il y a une stratégie commerciale de lancement de produits, de tourner un peu les choses, les contenus pour les amener dans la stratégie qu'on veut. Mais non, et puis même dès le début, c'est vraiment, je lui dis, enfin je lui fais confiance sur son contenu, et ce qu'elle le faisait avait l'air de fonctionner. Je lui ai juste dit, bah voilà, tu vas faire du contenu payant. Je lui ai plus appris à créer une formation en ligne qu'à créer du contenu. Ok. Donc, là, ça, c'était nouveau pour elle. Ouais, donc on parlait des chiffres. Tu nous as donné des chiffres qui sont énormes pour les gens qui nous écoutent. Quand on parle de 1,5 million, 2 millions de chiffre d'affaires, c'est beaucoup d'argent. Tu l'as dit aussi, il y a une vraie équipe derrière. Aujourd'hui, moi, ma question, c'est, t'as pas commencé comme ça, j'imagine. Tu disais que tu t'es lancé dès le départ en création de contenu. Est-ce que tu peux nous dire, parce que moi, ce qui m'intéresse aussi sur Money Talk, c'est vraiment que les gens puissent s'inspirer pour se lancer dans des business. Pas forcément le même business que toi, évidemment, c'est pas l'idée, mais puissent se dire, c'est possible. Et aussi puissent comprendre le cheminement. Moi, c'est ça qui m'intéresse chez les entrepreneurs. Tu vois, moi, j'ai un cheminement, t'as un cheminement. Chaque entrepreneur a une histoire et des déclics. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les moments de déclic, tu vois, de chaque entrepreneur. Toi, ça a été quoi? Si on reprend un peu, qu'on déroule la bobine. Alors, c'est vraiment c'est assez marrant parce qu'il y a eu des vrais gros déclics. Donc, moi, j'ai démarré en 2005-2006, avec des potes, des amis à moi. On s'est tous dit un jour, il faut qu'on crée des business en ligne. Ouais. On savait pas quoi, on savait pas comment exactement. On avait un grand appart, on était en caleçon dans l'appart. On bossait, c'était pas un garage déjà. Et que ça sentait le mouflon, non, c'était pas un garage. Mais voilà. Et en fait, on a commencé à bosser comme ça. On a créé des sites de jeux, des sites de rencontres avec les moteurs de sites de rencontres. Bref, on a créé plein de trucs qui ont pas trop marché, qui rapportaient un petit peu d'argent, mais pas grand chose. Mes potes étaient plus âgés que moi. Moi, j'étais encore étudiant, ils avaient terminé leurs études. Un jour, on passe à deux doigts d'avoir un site qui est racheté. Alors, on avait fait un copycat de Vie de Merde. C'était à l'époque de Vie de Merde. On avait fait la version anglaise de Vie de Merde, qui n'existait pas quand Vie de Merde est sorti. C'était quoi Vie de Merde, juste pour le truc? C'est une page Facebook, c'est ça? C'était des petites anecdotes que les gens ont partagées et ils terminaient par VDM. Donc, ils avaient une anecdote bidon et ils finissaient par un truc qui leur était arrivé, une galère, et ils finissaient par Vie de Merde. Et en fait, Vie de Merde avait un gros succès et on a fait la version anglaise. Moi, j'ai dû traduire, je sais pas, 2000 anecdotes. J'étais en master d'anglais à l'époque, donc en plus de ça, je traduisais les trucs. On est passé à deux doigts de se faire à racheter le site par un gros média anglo-saxon. Ça s'est pas fait. Bon, il devait nous racheter 20-30 000 balles. C'est déjà beaucoup à l'époque. Ouais, bien sûr. Et ça s'est pas fait. Moi, j'ai dit à mes potes, écoutez les gars, continuez. Moi, il faut que je termine mes masters, mes machins. Donc, ils ont continué, ils ont développé d'autres trucs. Et eux ont créé un site quelques années après. Ils sont devenus multimillionnaires en l'espace d'un an. C'était quoi le site? C'était ils avaient fait une version française de Bazookam, de chatroulette, pardon, qui s'appelait Bazookam. D'accord. Donc voilà, c'était ils monétisaient ça avec des trucs de rencontres, etc. Ouais. Et ils ont fait un carton. Ils sont devenus multimillionnaires. Ils sont partis à Hong Kong. Et moi, je me suis retrouvé en France un peu comme un con à me dire merde, putain. Donc à essayer de continuer des choses. Et j'ai découvert le blogging, la vente de formations en ligne, affiliation, etc. Et du coup, j'ai continué comme ça à faire les trucs. Et j'ai eu une grosse période. En fait, j'ai mis 6 ou 7 ans avant d'arriver à gagner ma vie. Donc j'ai fait des blogs, de l'affiliation. Ça m'a apporté un petit peu d'argent. J'ai fait différents sites, des trucs. Et puis après, je faisais de la prestation de service, le début du community management. Je bossais avec des restaurants, des choses comme ça. Enfin bref. J'essayais de toucher un petit peu à quelque chose qui fonctionne jusqu'à ce que je discute avec mon pote à l'époque qui s'appelait Nassim, qui venait de lancer sa chaîne YouTube, que je connaissais d'avant. Donc j'ai bossé pendant 5 ou 6 ans avec Nassim Saïli au tout début. Je le connaissais d'avant. Il se trouvait qu'on était dans le même club d'arts martiaux, donc on était potes, enfin connaissances. Et je lui ai dit, écoute, je peux te filer un coup de main sur ton site si tu veux. Je bosse gratos pendant 3 mois. On voit les résultats que tu as. Et si ça se passe bien, on trouve un deal, on bosse ensemble. Et en fait, en 3 mois,
On a multiplié les chiffres par 5 ou 6. Il vendait des e-books de musculation, des petits e-books de muscu. À l'époque, il avait une chaîne YouTube qui était à 7-8 000 abonnés. Il avait une grosse page Facebook à 40-50 000 personnes. C'était l'époque de Facebook, les pages Facebook. Ça marchait à l'époque. Et ça a fonctionné. Donc, il avait une boutique e-commerce. Je lui ai un peu optimisé sa boutique. Je lui ai un peu remis en place tous les trucs pour que ça fonctionne mieux. Et du coup, c'est comme ça. Moi, j'étais parti même du principe que je n'y arriverais jamais dans le web marketing, que c'était pas pour moi. J'étais parti en Australie. J'avais trouvé un job dans une boutique de fringues. Enfin, je m'étais dit, je change de vie, j'arrête tout. Et juste ce petit truc où je lui dis, bah écoute, laisse-moi mettre les mains dans ta boutique, optimiser tout ça. Et si ça fonctionne, bah on bosse ensemble. Et le truc a fonctionné. Donc cool. On a bossé ensemble et voilà. Donc maintenant 1 million d'abonnés là. C'est comme ça que tu as découvert la vente de contenu, on va dire, pour des gens qui ont quand même une communauté. On peut pas dire influenceurs, mais donc la création de contenu en ligne, quoi. Donc formation, c'est comme ça que j'ai découvert ce qu'on appelle le milieu de l'infopreneuriat. Donc c'est les entrepreneurs de l'information. On vend de l'information, donc sous quelque forme que ce soit. Au début, on a commencé avec les e-books, puis il y a eu la vidéo. Puis l'information, ça peut être du coaching, du séminaire, de l'accompagnement. Enfin bref, c'est tout ce qui peut apporter des solutions à des gens qui ont une problématique. Et j'ai découvert un peu ça. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais bien meilleur sur la partie technique et marketing et stratégie quand quelqu'un avait l'expertise du contenu. Et je me suis dit, bah en fait, c'est la meilleure équation. Que chacun est dans sa zone de génie. Moi, mon but, c'est de faire en sorte que le créateur de contenu fasse ce qu'il sait faire de mieux, à savoir créer du contenu. Et moi, je fais ce que je sais faire de mieux, c'est mettre en place des outils marketing, des stratégies, des systèmes, faire de la pub et me servir du contenu pour transformer ça en un business. Parce que parfois, on voit des gens sur les réseaux qui ont des grosses communautés, on se dit, enfin, ça paraît, pour les gens qui connaissent pas, moi maintenant, on a eu des clients aussi, nous, en influenceurs, là pour le coup qui sont influenceurs voyage, influenceurs mode, et donc on sait le travail qu'il y a derrière. Mais ça paraît comme ça quand on voit juste des posts, on se dit bah attends, lui ou elle fait juste des petits posts, et en fait ils gagnent certains des millions, à la preuve, en faisant des petits posts sur les réseaux, quoi. Il y a un côté un peu injuste pour les gens qui connaissent pas, et aussi pour l'ancienne génération qui se dit mais attends, est-ce que c'est juste qu'on fasse des études, on soit médecin, parfois cardiologue, parce qu'il est médecin aussi, on peut être avocat, etc. Et en fait, on gagne moins que des gens qui se contentent de faire des petits posts sur TikTok, des petites danses, et on a l'impression que c'est facile. Mais c'est un vrai métier derrière. C'est ce que tu nous dis. C'est un vrai métier. Alors, il y a la différence de faire des danses sur TikTok, Insta, et je fais exprès. Et de créer du contenu. Non, mais en fait, c'est des modèles économiques qui sont différents, qui sont valables les uns comme les autres, mais qui sont différents. Et les deux demandent du travail de toute façon et beaucoup plus de boulot que ce qu'on a l'impression. C'est ça. En fait, les réseaux sociaux sont un peu un miroir aux alouettes qui laissent paraître uniquement ce qu'on a envie de montrer. Donc, fort heureusement, on ne montre pas le boulot qu'il y a derrière. Encore que nous, c'est une stratégie aujourd'hui. On montre le travail qu'il y a derrière pour que les gens ne pensent pas que ce soit juste Chloé toute seule dans son coin. Qui fait ses petits posts. Alors, elle se trouve qu'elle ne danse pas sur les réseaux sociaux. Sa valeur ajoutée n'est pas dans la danse, mais sa valeur ajoutée est dans les conseils qu'elle produit. Donc, c'est des vidéos de conseils, c'est des posts. Chaque post, chaque publication, il y a une photo, mais il y a un vrai texte derrière. On a c'est beaucoup de travail. Éditorial, il y a beaucoup de boulot. Ouais. On a une grosse production de contenu. On a une très grosse. Ça, les gens s'en rendent pas compte. Les gens s'en rendent pas compte. Et quand tu parles d'un podcast chaque semaine. Et tu vois, là, on est dans le podcast, on l'a lancé, on vient de le lancer il y a pas très longtemps, le podcast Money Talk. On parlera après, mais t'as aussi, toi aussi, un podcast sur un autre sujet, on en parlera. C'est énormément de travail. Les gens se disent, ils s'assoient devant un micro. Mais en fait, derrière, il y a du montage, il y a de la sélection, il faut choisir les invités, il faut travailler son sujet en avance. Et en fait, c'est du boulot. Donc, c'est énormément de boulot. Nous, à un moment, on a recruté une responsable éditoriale. On a recruté une responsable éditoriale. Il y a Chloé qui réfléchit le contenu, qui va savoir ce qu'elle va faire, et la responsable éditoriale qui est chargée de dispatcher le contenu, d'envoyer, de gérer les monteurs, de gérer les graphismes, parce qu'on a de la production de contenu texte, mais aussi vidéo, visuel. Donc, il y a toute une équipe à organiser, articuler, et c'est beaucoup de boulot. Et c'est vraiment beaucoup de boulot. Après, c'est notre moyen, nous, de gagner de la visibilité. On peut très bien aussi se développer sur les réseaux sociaux et gagner sa vie sur Internet en ne créant pas de contenu.
en ayant d'autres stratégies que sont la publicité, l'affiliation, etc. C'est vraiment une stratégie particulière, c'est la stratégie de contenu. Ça fait le lien avec une question que je vais te poser. En termes de réseau, tu nous as parlé d'Instagram, de YouTube. Elle a d'autres réseaux où elle est présente? Non. Instagram, YouTube et podcast. On a fait le choix. Alors, on a fait le choix de ne pas être sur TikTok. On a fait des tests. On s'est rendu compte que l'audience sur TikTok n'est pas vraiment adaptée et n'est pas. Alors, avec un jeu de chiffres, si vraiment on mettait l'ensemble de nos contenus sur TikTok, on aurait des centaines de milliers, voire des millions de vues, et dedans, on aurait quand même peut-être des clients potentiels. Mais en fait, les efforts, alors on peut dupliquer sur TikTok. En fait, c'est juste une question de. C'est un peu ce que je demandais, parce qu'avec la multidiffusion, moi je me dirais, mais ce n'est pas mon métier, mais je me dirais, tu vois, bêtement, mais pourquoi tu repostes pas le contenu que t'as fait l'effort de créer? Mais après, peut-être que tu te dis que tu vas diviser ta communauté sur différents réseaux. Je sais qu'il y a plusieurs sujets. Pour le dupliquer, il faut aussi le modérer derrière. Nous, alors, il faut savoir qu'il y a un vrai travail de modération et de communication avec l'audience. On ne se contente pas juste de poster un truc et d'attendre de voir si ça prend pas. On a des community managers derrière qui vont répondre aux commentaires, qui vont liker, qui vont engager. Et en fait, c'est aussi un peu ce qui fait la force de notre communauté, c'est que les gens, il y a une vraie communication avec la communauté. Il y a un échange avec la communauté. On prend la température en permanence avec la communauté. C'est ce qui nous permet aussi de savoir. C'est ce qui va permettre à Chloé de savoir quels sont les sujets qui plaisent le plus ou pas. Elle va tester à chaque fois plein de trucs. On s'en rend pas trop compte, mais elle teste plein de petits fils de contenu sur des thématiques un petit peu différentes. Et avec les échanges, on a les community managers qui font remonter à Chloé les questions, les interrogations à des gens, les trucs qui plaisent, etc. Donc en fait, si on a une autre plateforme, on doit démultiplier ça. Honnêtement, je suis pas sûr que qu'on gagnerait beaucoup plus de clients potentiels en étant sur TikTok qu'en mettant uniquement sur Instagram. Parce que c'est peut-être aussi les mêmes personnes qui consomment sur les deux réseaux. Alors, tu choisis un canal, quoi, quelque part. Et pour te dire, on duplique notre contenu sur YouTube aussi sous format short. Ça ne fait pas bouger d'un iota à nos ventes ou à quoi que ce soit. On traque d'où viennent les ventes. On sait que nos ventes viennent essentiellement de notre newsletter parce qu'on prend les leads, etc. Mais aussi d'Instagram, sur YouTube. On engrange des vues, des abonnés, mais ça ne convertit pas plus. Donc TikTok, pour l'instant, c'est pas la priorité. Ok. Quelqu'un qui aurait une expertise aujourd'hui, qui écoute le podcast, qui se dit que peut-être il veut se lancer, donc qu'il soit déjà salarié ou qu'il soit étudiant, peu importe, on essaie de s'adresser à tout le monde dans Money Talk, qui se dit je vais me lancer, j'ai une expertise, quelle qu'elle soit. Je sais pas, on va prendre le jardinage. Quelqu'un qui est passionné de jardinage, est-ce que tu penses qu'il y a une possibilité pour lui ou pour elle de se lancer demain en donnant des conseils de jardinage et de gagner sa vie aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Avec un peu la même stratégie de création de contenu. J'en suis convaincu. Ça veut pas dire que tout le monde va y arriver. Il y a en tout cas des manières de faire pour augmenter sa visibilité, augmenter le nombre de vues qu'on fait. Quand on a une expertise, c'est pas le tout juste de savoir à faire du jardinage, de savoir, on va dire, à planter des carottes et les faire pousser. Il faut savoir le mettre en scène aussi. Les réseaux sociaux, c'est un grand théâtre et il faut savoir un peu le mettre en scène. Donc, il va falloir mettre de la personnalité dedans. Il va falloir essayer de suivre un peu les tendances. Et les choses ont pas mal évolué ces 5 dernières années sur les formats de contenu, sur les angles d'attaque un peu des contenus. Donc, il faut connaître les tendances. Il faut regarder. Il faut déjà connaître un peu le monde des réseaux sociaux. Il faut repérer les tendances. Il faut arriver à partager son expertise de manière un peu différente des autres, parce qu'il y a d'autres personnes dans le jardinage sur les réseaux sociaux. Et en fait, le simple fait déjà d'y mettre sa vraie personnalité, on se rend pas compte, mais c'est quelque chose qui va nous différencier des autres. Et ça, justement, c'est une question, parce que moi, je vois aussi que certains influenceurs copient exactement des trucs qui se passent aux US. Des fois, tu vois une tendance, comme tu dis. Je sais pas, là, je pense plus à des influenceurs mode. Hein. Ils font une petite mise en scène, et en fait, tu vois la mise en scène qui est passée en fait aux US chez d'autres influenceurs avant. Et en fait, ils se copient tous parce qu'ils ont vu qu'une story, j'imagine, un réel plutôt, cartonnait aux US. Ils se disent, ce réel a fonctionné. Si je fais exactement la même chose,
ils ont une communauté aussi, hein, j'aurais les mêmes résultats. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette tendance à s'inspirer, en tout cas à revisiter un contenu existant? La copie a toujours existé, hein, de toute façon, avant les réseaux sociaux, que ce soit les séries télé qu'on regarde, les émissions de télé, elles sont toutes inspirées de concepts anglo-saxons, américains souvent, et ça fonctionne quand même. En fait, il n'y a pas de mal à s'inspirer, à copier vraiment à mot pour mot, à traduire littéralement. C'est un petit peu dommage, c'est un manque de créativité, mais malgré tout, ça peut fonctionner. Après, chacun place le curseur de l'éthique à son propre niveau, et c'est pas à moi d'en juger. Mais le fait est que si on recopie des choses qui fonctionnent ailleurs, il y a des chances que ça fonctionne aussi chez nous. Si on peut y ajouter quelque chose en plus, une touche perso, pour que les gens ne suivent pas bêtement, on va dire, ne like pas ou n'interagissent pas bêtement avec quelque chose qui a fonctionné parce que on va dire les ressorts psychologiques un peu sous-jacents fonctionnent. Si on peut y ajouter une touche perso pour que les gens y like aussi pour nous, je pense qu'on a beaucoup à y gagner parce que on va pouvoir faire des choses un peu plus personnelles par la suite. Mais la copie, l'inspiration, on dit que la ligne est très fine entre la copie et l'inspiration. Ça peut fonctionner. Ça me rappelle, moi, l'industrie chinoise qui a copié pendant très longtemps et qui maintenant est à la pointe et arrive à être meilleure que dans certains domaines que l'industrie occidentale. Là où certains disent, les Chinois, ils savent que copier. En fait, on se rend pas compte, mais il y a une innovation qui part de la Chine maintenant. Et c'est assez marrant, c'est cyclique, quoi. C'est qu'on se retrouve à copier des choses, maintenant qui sont inventées en Chine. Et il faut pas être, donc copier et améliorer. TikTok a été inventé en Chine, hein. Exactement. On va pas leur dire, vous avez copié un modèle américain. Alors c'est pas la meilleure invention du monde en termes de valeur ajoutée pour nos jeunes. Ça, effectivement, on peut en débattre. Mais en tout cas, on a forcé de constater qu'elle fonctionne. Ça fonctionne très bien. Mais bon, tu prends les réseaux sociaux, le système de story, Instagram, elle l'a copié de Snapchat. Je crois que c'est Snapchat qui l'a inventé. Si ça se trouve, il l'a copié d'un autre truc encore moins connu, on sait pas. Ensuite, YouTube a fait les shorts qui sont les stories, les réels. Enfin voilà, on a une uniformisation des réseaux, des plateformes. Et c'est un jeu infini et c'est tout le temps comme ça. Donc il faut pas lutter contre. Je pense qu'il faut pas lutter contre, il faut l'utiliser à bon escient, il faut savoir reprendre les choses qui fonctionnent, les adapter pour en tirer un max et apporter quelque chose de nouveau et s'attendre à être copié quand on découvre quelque chose qui fonctionne et qu'on est les premiers dessus. On va reparler après de l'entrepreneuriat à ton association, ça m'intéresse, mais avant peut-être pour finir sur les réseaux sociaux, on va dans un monde sur les réseaux qui est de plus en plus court. Ça, c'est une tendance que vous observez, quelque chose que vous appliquez, parce que tu me parles de YouTube, shorts, mais vous faites aussi des vidéos longues. Alors, aujourd'hui, les contenus sont courts. Vidéos longues, on va un peu à l'encontre. Alors, on fait des réels sur Instagram qui durent 1 minute, 1 minute 30. Okay. On fait pas de format ultra court. Au contraire, alors on n'alimente plus la chaîne YouTube. Parce que ce n'est pas un format qui plaît à Chloé et dans laquelle elle est vraiment efficace et elle le prend du plaisir. Donc à la chaîne YouTube, en fait, on publie les podcasts maintenant depuis 1 an ou 2. Avant, on publiait des vidéos, mais par exemple, les podcasts sont uniquement des formats longs. Je crois que les podcasts les plus courts durent 20 minutes, ils durent entre 20 et 40 minutes. Okay. Les formats longs ont moins de succès, disons, ils sont moins viraux. Mais par contre, ils permettent de qualifier beaucoup plus à l'audience qui va les écouter et les consommer. On se rend compte que l'audience du podcast est beaucoup plus mature que l'audience d'Instagram, par exemple. Donc, tu crées une autre relation. Nous, c'est ce qu'on avait constaté. Je t'avais dit, on avait mis toutes nos vidéos YouTube à un moment sur podcast. On avait créé le podcast d'investissement locatif. On avait 1 million d'écoutes dessus. J'en parle au passé, mais on les a toujours. Et les gens, il y a des gens qui me disaient, on écoute en fait en voiture. Et c'est vrai que le côté voix crée une proximité. T'es peut-être pas pollué par le visuel et donc par la vue. Je sais pas, c'est pas la même relation. C'est pas la même relation et puis les plateformes ont pas le même intérêt. Une plateforme de podcast n'a pas intérêt à ce que tu switches d'un épisode à l'autre en permanence, alors qu'Instagram ou TikTok a intérêt à ce que tu scrolles en permanence. Donc ton temps d'attention, il va être beaucoup plus court. Donc c'est vraiment des approches différentes. Après, il y a toujours un équilibre à trouver entre les approches qui marchent et les approches qui te correspondent. Et il y a un moment, en fait, il faut pas avoir peur
que d'aller un peu à contre-courant de ce qui marche pour faire ce qui te correspond le plus et qui du coup va t'apporter à long terme de bien meilleurs résultats, ou en tout cas un engagement beaucoup plus fort. Et nous, c'est ce qu'on constate aujourd'hui avec l'engagement de la communauté. On est content de ne pas être parti dans des trucs où on fait des réels de 15 secondes. Au final, il n'y a rien, ils sont vides. On vend de la substance. Ce que les gens achètent, c'est l'expertise de Chloé. Et pour la mettre en avant, pour démontrer un peu la validité de son expertise, de ses messages, en 15 secondes, c'est ridicule. Donc on le fait sur des formats plus longs. Justement, là, ça fait 7 ans, du coup, à peu près, que vous êtes lancé ? Ouais, ça fait 7 ans, on vient de rentrer dans la 8e année. Là. Ouais. Comment tu fais pour te renouveler quand tu es créateur de contenu ? Ça, c'est un vrai sujet. Nous, tu vois, on avait fait plein de vidéos immobilières à un moment. On a fait 700 vidéos. On a eu l'impression qu'on avait fait un peu le tour pour apprendre aux gens à investir. Alors, il y a toujours des nouveaux sujets d'actualité. Mais comment tu fais pour te renouveler quand tu es dans c'est le sujet de spiritualité, c'est ça ? Oui. Et comment tu fais pour constamment, ou alors peut-être que tu traites le sujet différemment, c'est pas une question piège. Et c'est compliqué, mais alors nous on a la chance d'avoir on va dire un format qui s'y prête. Moi je me suis toujours fait la réflexion avant, quand je travaillais avec d'autres personnes qui avaient une expertise. Il me disait la même chose, mais je fais comment pour me renouveler, pour parler d'autres choses, etc. Et j'avais tendance à dire, quand tu es expert et que tu transmets un savoir, tu es condamné à parler un peu tout le temps de la même chose. On va prendre l'exemple d'un professeur, un prof d'histoire géo, il va passer toute sa vie à répéter la même chose à chaque année. Ouais, t'as raison. Donc, c'est un petit peu, on va dire, le boulet au pied de n'importe quel formateur, de quelqu'un qui a une expertise. Le cas de Chloé, il est très particulier. J'avais pas vu les choses sous cet angle, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant de se dire, quelqu'un qui a une expertise, par définition, elle est censée être pointue, t'es pas expert de tout, sinon c'est étrange. Donc ouais, tu tournes un peu. En fait, c'est pas ton contenu qui va se renouveler, c'est les gens qui l'écoutent qui vont se renouveler. Ouais. Si t'es prof, t'auras des classes différentes chaque année, mais ton contenu va rester le même. Donc du coup, t'auras impacté des générations. Et quand t'es formateur en ligne, si tu as une expertise, ton expertise, à part s'il y a des choses du marché qui font que ça change un petit peu, mais généralement ça changera pas du tout au tout. En fait, c'est ton audimat, c'est ton audience qui va se renouveler. Donc tu peux continuer à faire tourner un business avec le même contenu, avec la même expertise, dans la mesure où c'est pas ton expertise qui change et qui te permet de créer de nouveaux produits. Ton produit reste le même. C'est tes clients qui changent. Mais par exemple, si on parle de Chloé, je sais pas, une vidéo que tu auras en tête qui aurait le mieux marché, enfin juste un sujet concret qu'elle aurait abordé. Vas-y. La vidéo qui a fait le plus de vues sur la chaîne YouTube de Chloé, c'est une vidéo, c'est comment nager le crawl en 6 étapes. Ah ouais ? Alors aucun rapport, mais pourquoi ? Parce que au début, il faut savoir aussi qu'on est passé par différents types de contenus, différents angles de contenu avec Chloé. Mais au début, on parlait de sport et de fitness, de sport, de nutrition. Il faut savoir que Chloé, elle a fait de la natation synchronisée en compétition quand elle était plus jeune. Donc, à nos débuts, en 2017, dans les contenus qu'on proposait, elle s'est dit, tiens, je vais faire un contenu sur la natation. Ouais. Et c'est une vidéo qui a 1 ou 2 millions de vues. Voilà, on n'a pas des vidéos à des dizaines de millions, mais c'est la vidéo qui a le plus de vues. Donc c'est une vidéo. Donc beaucoup de gens nagent le crawl grâce à Chloé. Voilà. Exactement, beaucoup de gens nagent le crawl grâce à Chloé. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on a été contacté par des gens qui ont des chaînes YouTube et des business autour de comment apprendre à nager et qui n'ont pas autant de vues sur leurs vidéos que nous, alors qu'on parle de toute autre chose. Et en fait, avec Chloé, c'est très différent parce que le contenu va être hyper organique. En fait, il est centré autour de l'évolution personnelle de Chloé. Donc, comme je disais, quand on a démarré en 2017, elle était à fond dans le fitness, la muscu, elle faisait des compètes de muscu, et on partageait des contenus, elle partageait des contenus sur la nutrition, parce qu'elle a une formation dans la nutrition, entre autres, et du coup, on vendait des e-books de nutrition, de naturopathie, etc. Ok. Ensuite, dans donc à cette époque-là, c'était vraiment ce qui, elle, la passionnait et l'animait. Donc, elle en parlait avec passion, elle partageait ses connaissances et trucs. Elle a fait des formations, elle a passé des diplômes, des certifications. Et après, dans son parcours de vie, elle est tombée sur le développement personnel.
Ok. Elle a commencé à en parler un peu sur les réseaux sociaux et c'est quelque chose qui est devenu beaucoup plus prégnant dans sa vie. Donc, elle ne parlait presque plus que de ça. Donc, on a commencé à créer des contenus autour de ça et des produits autour de ça. Et finalement, les produits sur la nutrition et le fitness, ils avaient plus trop de pertinence par rapport. Vous les vendez encore aujourd'hui ou pas? Non, en fait, on les vend plus. D'accord. On a des produits qui ont des durées de vie limitées parce que leur durée de vie, leur cycle de vie va dépendre de l'évolution de Chloé. Mais attends, juste une petite question parce que par rapport à ça. Quand tu dis on les vend plus, pourquoi ne pas les laisser tourner? Alors dans le business internet, on appelle ça en evergreen, c'est-à-dire que le produit est disponible tout le temps, il est dans ta boutique. Chloé, elle est connue par sa communauté peut se dire je m'intéresse à la nutrition. Son programme de l'époque est toujours valable. Pourquoi le retirer en fait? Pourquoi faire ce choix-là? Alors parce que il faut aussi savoir que dans son évolution et dans l'évolution de n'importe quelle personne, dans un cheminement, des fois, on n'est plus en accord avec des choses qu'on a pu penser par le passé. Donc, il y a des produits aujourd'hui, il y a des choses dans le produit qui s'étaient tournées autour de la naturopathie, la phytothérapie, etc. Et il se trouve qu'aujourd'hui, Chloé n'est plus forcément 100% en accord avec les choses qu'elle pensait il y a 6-7 ans. Et alors, on les a laissés tourner. On s'est rendu compte aussi d'une chose, c'est que déjà, ils se vendaient presque pas. Et en plus de ça, ils se vendent, quand ils se vendent, il y a quand même du support client, il y a des frais bancaires, des machins. Donc bon, au final, on préfère passer notre énergie et nos ressources à créer de nouveaux produits qui vont se vendre beaucoup mieux et qui sont en adéquation avec les contenus à l'instant T plutôt que de laisser à dispo. On a tenté de les vendre en evergreen en les dépersonnalisant de Chloé, etc. Du coup, que ça nécessitait d'investir du budget pub, une communication, une stratégie différente. Et au final, on se dispersait de nos stratégies qui est la plus rentable et la plus pertinente pour nous, à essayer d'en mettre en place une autre pour vendre d'autres produits qui n'avaient plus vraiment lieu d'être. Donc, en fait, ça a été un arbitrage. On s'est dit, tant pis, on les abandonne. Et c'est quelque chose qui nous correspond bien. Et qui est très cohérent avec le parcours de Chloé et vraiment la structure de notre boîte. On va suivre le cheminement de Chloé et le contenu va évoluer en fonction de son cheminement et les produits vont évoluer en fonction de son cheminement. Donc c'est très centré sur elle en termes de comment elle le vit elle, parce que est-ce que c'est facile d'être mise en avant, d'être une personnalité publique quelque part, parce que il y a beaucoup de gens qui la suivent, donc elle est, j'imagine, reconnue. Il y a peut-être des gens, des fans. Peut-être des haters aussi, ça peut arriver, j'imagine, sur les réseaux. Aussi, ouais, évidemment. Comment elle le vit, ça? C'est pas évident pour elle. Ouais. C'est pas facile pour elle. C'est pas quelque chose le côté vraiment public et notoriété est pas quelque chose qu'elle apprécie particulièrement. Et c'est quelqu'un qui est un peu sauvage, qui aime bien être tranquille, etc. Au début, il y a eu forcément une petite part un peu d'ego, de se sentir mise en avant, en valeur, etc., qui est plaisante, mais en fait, derrière, c'est très vite envahissant et en fonction de la personnalité des gens, c'est pas forcément quelque chose qui est très simple à gérer. Elle vit à Bali, donc elle est pas en France, donc déjà elle a beaucoup moins de chances de se faire reconnaître. Pour la petite histoire, en 2018, on était à Los Angeles avec elle. On était allé à un séminaire business et j'étais avec Nassim et Chloé. Et Nassim avait déjà des centaines de milliers de personnes qui le suivaient sur sa chaîne YouTube. Alors Chloé, on démarrait tout juste. On va dans un musée à Los Angeles un dimanche, il y avait personne, on était tout seul. On tombe sur 2 Françaises qui directement reconnaissent Chloé. C'est les 2 seules personnes dans le musée. Alors on a Nassim qui a des centaines de milliers de personnes qui le suivent. Il y a Chloé qui a quelques milliers de personnes. On est à Los Angeles, on tombe sur 2 Françaises qui disent Chloé machin, trop bien, j'aime ça, etc. Donc voilà, c'est une petite anecdote, mais en fait elle rentre en France 2 mois par an. Forcément, il y a plein de gens qui veulent la voir, etc. Elle est très sollicitée et c'est quelque chose qui est compliqué pour elle. Donc c'est aussi, on doit trouver des solutions. En fait, c'est super quand c'est peu. Ouais. Et c'est vrai que quand ça devient trop aussi, En fait, on doit trouver des solutions pour justement la protéger. Et c'est un vrai truc. Et je l'ai remarqué avec les autres personnes avec qui j'ai travaillé. Mon rôle aussi, au début, maintenant c'est le rôle de l'équipe, des gens dans l'équipe, c'est de protéger le créateur de contenu de ce que la visibilité et la notoriété risquent de lui causer comme tort. Et il y en a beaucoup.
Donc là, tu fais référence notamment aux haters ou ce genre de choses. Les haters, effectivement, quand on publie beaucoup, quand en plus de ça, on fait de la publicité, un truc, Chloé, au début, elle n'était pas prête et à voir les commentaires sous les publicités. Donc, moi, les gens sont ces photos, ces trucs, je crée des campagnes de pub pour aller chercher d'autres personnes en dehors de l'audience. Ou pour diffuser encore plus le message, etc. Et il y a forcément, je veux dire, il y a des haters de partout. On peut faire n'importe quoi. Et ça, au début, c'était très compliqué pour elle. Et c'est compliqué pour énormément de monde. On s'en rend pas compte, mais il y a une vraie, même il y a beaucoup d'influenceurs ou de gens qui sont exposés publiquement via les réseaux sociaux, qui sont névrosés là-dessus parce que c'est hard. Ouais. C'est vraiment et les vraies célébrités, c'est horrible. Moi, j'ai fréquenté à l'époque Olivier Roustin, qui est le directeur artistique de Balmain, quand il a commencé. Et déjà à l'époque, quand il était beaucoup moins connu, il y a 10 ans, les gens venaient le voir, c'était un truc de fou. Et après, petit à petit, il est devenu une énorme célébrité avec son truc Netflix. Et aujourd'hui, c'est compliqué. Aujourd'hui, t'as le chauffeur, tu peux pas vraiment aller dans la rue parce que tu crées une émeute. C'est un truc de dingue, quoi. Et le problème, c'est une prison dorée. Les gens ne comprennent pas, parce que autant une star de cinéma ou de la mode comme Olivier Roustin, etc., il y a une certaine distance par rapport aux gens. Ils vivent dans un monde qui est différent. Oui, tout à fait. Avec les réseaux sociaux, il y a une fausse proximité qui est créée. Une fausse proximité, les gens, en fait, tu es dans l'intimité des gens. Ils te voient dans leur téléphone quand ils sont dans leur plumard. Donc c'est comme si tu étais avec eux dans le plumard et tu montres ta vie. Et tu montres des choses, donc ils ont cette fausse sensation de proximité. Ce qui est la force du modèle. Ce qui est à la fois la force du modèle, c'est une vraie force, mais il y a des travers derrière. Bien sûr. Et c'est compliqué à gérer. Et du coup, quand les gens... Et tu vois, c'est pour ça, on parlait tout à l'heure de l'apparente simplicité. Les gens se disent, que c'est pas juste, elle fait des stories, elle gagne des millions. Nous, on a volontairement choisi un moment de mettre en avant le fait qu'il y ait une équipe, qu'il y ait des bureaux, qu'il y ait des gens qui répondent aux messages, etc., pour que les gens arrêtent d'envoyer des MP quand ils ont, par exemple, un problème avec un produit, une connexion à mot de passe. Ils envoient un MP à Chloé, j'arrive pas à me connecter, tu peux m'aider. Donc en fait, on reçoit des milliers de messages sur on explose, Instagram qui est très dur à gérer, à trier, machin. Donc en fait, on a dû mettre en avant le fait que ce soit une vraie société, une équipe. Aujourd'hui, à nos clients, ils savent que c'est Kiki qui répond. Oui, t'as le bon canal. Donc ça fait le tri et ça organise un petit peu mieux déjà la communication avec les clients. Et en plus de ça, ça crédibilise l'entreprise, ça crédibilise Chloé, ça évite que les gens soient trop intrusifs aussi. Ils s'adressent maintenant directement à l'équipe, ils écrivent au support, il y a des FAQ, des machins. Donc on a vraiment essayé de mettre en avant le fait que c'est pas juste Chloé pour aussi la protéger au max. Et la protéger, c'est ne pas lui faire remonter les messages, les mails, que ce soit les messages d'insultes, les messages d'amour, les trucs de drague, les trucs lourds, enfin voilà. Mais il y en a toujours, c'est indissociable de la visibilité et des réseaux sociaux. Comment ça se passe à une association comme ça qui dure depuis 7 ans moi, alors je vais le dire, toi c'est une femme avec qui t'es associé, je vais le dire pour moi et Michael. Par exemple, Michael me dit on est plus engagé qu'avec nos compagnes presse parce qu'on a beaucoup de choses ensemble de business. Donc c'est pas voilà. Comment ça se passe l'association et comment tu fais en sorte que ça marche 7 ans après? Alors moi Chloé, clairement c'est ma relation la plus longue. On n'est pas du tout en couple, elle est depuis 8 ou 9 ans avec son chéri, ils sont très heureux ensemble et très bien. Mais on a une sorte de relation de couple business. Alors, ça va être extrêmement bateau ce que je vais dire et je trouve ça dommage, mais avec le recul, c'est vrai, ce qui fonctionne, c'est la communication. C'est le conseil le plus bête. On a énormément de chance. Il faut quand même mettre aussi ça dans la balance. Il y a un facteur chance. On s'est bien trouvé. J'ai été associé avec d'autres personnes. On s'est très bien trouvé. On a un fonctionnement qui est ultra complémentaire. On ne se marche jamais sur les pieds. On a chacun notre truc. On a chacun notre rôle. On a des gens dans l'équipe avec qui nous sont entre guillemets attribués, puisque on a des métiers qui sont extrêmement différents. Donc on a des parties de l'équipe qui sont distinctes et moi je m'adresse à une personne essentiellement, elle va s'adresser à une autre personne. Chacun son précaré quoi. Exactement, on a chacun notre précaré. On a beaucoup de chance parce que on est connecté et ça c'est un peu aussi on va dire la tristesse que j'ai à annoncer aux personnes qui me disent mais je fais comment pour rencontrer quelqu'un comme toi dans mon business.
dans les masterminds notamment, il y a énormément de gens dans les masterminds qu'on a fréquentés ensemble. Il y a énormément de gens qui ont un modèle économique que nous. Donc, à savoir une personne qui crée le contenu, qui est l'expert et qui développe un business autour. Sauf qu'elles doivent aujourd'hui créer une équipe, elles se professionnalisent, etc. Et le nombre de fois où on est venu me voir en me disant je fais comment pour trouver mon Béranger. Alors, au début, je pensais il faut un profil plutôt comme ci, comme ça, etc. Oui, j'ai un profil, j'ai une manière de faire, j'ai une expertise, des spécificités. Mais il y a un truc que malheureusement je peux pas transmettre, c'est qu'on a eu énormément de chance de se trouver avec Chloé. D'être complémentaires. Ouais, même en termes de personnalité. En termes de personnalité, on a la même manière de raisonner, mais des manières différentes d'agir. On est alignés, et c'est incroyable. On est alignés sur le business. Enfin, quand on pense à un truc, on y pense en même temps à distance. On se le dit. Mais c'est exactement ça. Parce qu'en plus, vous êtes à distance, quoi. Elle est à l'autre bout du monde, en plus. C'est ça qui est incroyable. Ouais. Elle est à l'autre bout du monde et ça pose pas de soucis particuliers. Une petite organisation. Voilà. Ok. On a des gens en présentiel dans l'équipe et la majorité de l'équipe est en télétravail. Alors, si on repart si on fait une petite rétrospective, moi, ce qui m'intéresse chez les entrepreneurs qui ont du succès, et avoir du succès, c'est pouvoir leur dire plein de choses, mais là, on parle en tout cas de chiffres. Tu as du succès, c'est un fait. Vous avez du succès, l'équipe fonctionne. À quel moment tu as eu des instants où tu t'es dit, ça a été game changer? Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'analyser dans le business, soit des déclics, soit des pivots. Tu vois, moi, je pourrais te dire, quand on a pivoté de la gestion locative à l'invest parce qu'on a une demande, etc. Mais est-ce qu'il y a eu des opportunités que tu as saisies? Comment ça s'est passé concrètement? Alors, tu nous as dit à la rencontre de Chloé, et peut-être qu'est-ce qui n'a pas marché, mais qui t'a quand même apporté des choses pour la suite. Tu vois, c'est vachement intéressant, ça. Alors, dans mon parcours d'entrepreneur, en dehors de l'activité avec Chloé, moi, j'ai eu un modèle agence pendant un moment où justement, je travaillais avec des gens comme Chloé qui étaient des créateurs de contenu. Ouais. Et moi, je mettais en place les écosystèmes, machin, etc. Donc, on travaillait en binôme. Ce qui n'a pas fonctionné, en fait, même si sur le papier, l'équation est parfaite, c'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui est ultra bon dans son domaine, un domaine qui est sexy, qui est monétisable, qui a une grosse communauté. Des fois, j'ai aussi bossé avec des gens qui avaient déjà une grosse communauté. Je me suis dit, si moi j'amène mon expertise, mon expérience, ce que je sais faire, on est assuré de cartonner. Et en fait, il y a quelque chose qui vient mettre un petit grain de sable dans les rouages, c'est ce que j'appelle le facteur humain. Ouais. Le facteur humain, c'est-à-dire que souvent les créateurs de contenu sont des personnes qui ont leurs humeurs, enfin les créateurs de contenu, n'importe quelle autre personne, mais du coup les gens avec qui j'étais en train de travailler. Donc c'était un fit humain qui se faisait pas. C'est un fit humain ou un fit sur l'ambition du business. En fait, si je prends un créateur de contenu, et typiquement Chloé, on n'a pas forcément les mêmes ambitions pour l'activité. Okay. Mais l'activité, elle tourne autour d'elle. Donc aujourd'hui, mon ambition est capée sur ce que Chloé est en mesure de pouvoir produire, créer, avoir envie de faire. Okay. Donc moi, j'ai d'autres choses à côté et on est en accord là-dessus et du coup, la boîte marche bien. Mais du coup, quand je travaillais en tant qu'agence, moi, je savais tout ce qu'on pouvait faire avec un client en particulier. Mais si le client n'avait pas envie de le faire, je pouvais rien faire. Donc là, moi, c'est quelque chose qui me frustrait beaucoup. Donc, je me suis rendu compte que le modèle agence comme ça n'était pas fait pour moi. Donc là, ça a été un pivot et c'est pour ça que je me suis associé avec Chloé. On a commencé, alors on a fait ça pendant à peu près, 6-8 mois, à travailler en tant que client prestataire. Okay. Et après, on a créé la boîte ensemble très vite. On s'est associés 50-50 et moi, j'ai arrêté tout le reste. Et moi, en moins de 2 ans, j'ai du coup, tu as mis encore plus d'énergie. Et j'ai mis toute mon énergie, ma ressource. Alors, c'était un pari aussi. Il y avait rien. J'avais pas de certitude sur le fait que l'activité continue de se développer comme ça. Et sur le fait qu'elle soit capable, elle, d'être assez créative pour se renouveler, parce que c'est ce que j'ai compris, quoi. Exactement. Et en fait, on s'est adapté au fur et à mesure. On a trouvé nos marques, notre fonctionnement. Un des autres déclics aussi qu'on a eu, c'est qu'au début, on avait les deux une ambition très forte de développer un truc. On voyait la traction que notre activité avait. On générait du cash, il y avait du monde, etc. On s'est dit, on va se développer, on va créer des filiales. On a créé une marque de vêtements, on a créé une maison d'édition,
On a presque créé une agence de voyage parce qu'on faisait des retraites de bien-être à Bali, au Costa Rica, machin. Donc t'as intégré la chaîne en fait. Donc on avait intégré la chaîne on s'est développé comme ça pendant 2-3 ans. On a développé le chiffre d'affaires, mais en fait on s'est cramé complètement. Donc on avait recruté beaucoup et en fait on s'est cramé complètement et on s'est rendu compte au bout d'un moment que on avait perdu la motivation initiale de notre business qui était de créer une activité qui soit rentable, qui soit profitable, qui soit sympa à gérer. Donc on a scale down, on a fait machine arrière, on a arrêté les filiales, on a gardé qu'un ou deux trucs, on a arrêté la marque de vêtements, on a arrêté les produits d'édition, les machins, on a réduit l'équipe. Donc là, on a eu aussi, on est passé par des phases de cycle où on a de la croissance, on dépense à fond dans notre croissance, on se rend compte qu'en fait, ça va demander encore plus de ressources et du coup, il y a plus d'incertitude aussi. Donc, on préfère faire machine arrière avant qu'il soit trop tard et repartir sur un autre modèle. Donc, c'est hyper intéressant. Et tu vois, dans le podcast, on a eu un invité qui est expert comptable. Je crois que tu le connais d'ailleurs parce qu'on était ensemble en plus dans des masterminds et qui nous expliquait qu'il avait fait un pas de recul. Il était monté à 60 collaborateurs dans ses cabinets d'expertise et qu'il avait justement fait baisser la taille de l'entreprise et même résilier certains clients qui pouvaient ne pas être des clients forcément profitables pour retrouver de la sérénité et de la profitabilité. Et il en était très content. Est-ce que c'est facile quand on part dans tous les sens, qu'on est entrepreneur, on a plein d'idées, d'un moment se dire finalement j'arrête ces pans d'activité alors qu'ils peuvent être potentiellement rentables? Ou est-ce que tu as arrêté que des choses qui n'étaient pas rentables? Non, alors ce qu'il faut savoir c'est que on a toujours été rentable. Et toutes les autres activités qu'on a créées étaient rentables d'un point de vue financier. Okay. Après, la rentabilité, elle n'est pas que financière. Elle va être aussi sur le temps et l'énergie qu'on investit. Il y a d'autres ressources que les ressources financières. Et si je prends par exemple la marque de vêtements, on a commercialisé, donc on a créé une marque de vêtements, du loungewear, yoga, qu'on faisait produire au Portugal de manière hyper éthique, des matières sourcées, 100% naturelles, bio, éco-responsables. Enfin voilà, un vrai travail, une vraie qualité sur le sourcing, la production, etc. On l'a commercialisé pendant 3 ans. On a toujours gagné de l'argent, mais le temps que ça nous a pris et l'énergie que ça nous a pris était de l'énergie et du temps qu'on ne mettait pas dans des choses beaucoup plus rentables. Donc, c'est ce qu'on appelle un arbitrage business. Le coût d'opportunité. Exactement, c'était un gros coût d'opportunité. On se disait, mais si on continue comme ça, en plus de ça, on investissait beaucoup dedans, donc du coup, on se payait moins. Enfin voilà, on gagnait moins bien notre vie à titre perso. Même si on développait notre chiffre d'affaires à nos ventes, on bouffait la marge dans un autre projet qui gagnait de l'argent, mais pas suffisamment par rapport à la vente de formation, de produits digitaux, etc. Donc, c'est un arbitrage business. Et en fait, ça aussi, les gens ne se rendent pas compte de toutes ces réflexions qu'il peut y avoir derrière un business comme l'activité de Chloé Bloom. On voit Chloé Bloom qui fait ses posts sur les réseaux sociaux. Non, c'est une vraie boîte. C'est une vraie femme d'affaires. C'est une vraie. Est-ce que c'est une femme d'affaires? Elle se considère pas comme une femme d'affaires. Elle a un esprit entrepreneur. C'est plus une créatrice. Okay. Elle aime créer. La partie business, elle me fait confiance dessus. On fait toujours les choses ensemble en accord. Mais en fait, on a une boîte qui a des vrais questionnements et des vraies problématiques d'entreprise, que des questions financières, des questions RH, des questions stratégiques, des questions de liquidité, de trésorerie, etc. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc oui, ça a été un vrai breakthrough. Je ne sais plus comment on dit en français, c'est un peu bizarre, mais voilà, une vraie réalisation, une illumination de se dire en fait, ça sert à rien de chercher la croissance à tout prix. Aujourd'hui, notre force, elle est sur la création de contenus digitaux. Et c'est comme ça qu'on a notre vrai sweet spot. On a toujours envie de développer autre chose et c'est pour ça qu'on pense à la reprise d'entreprise. On en parlera peut-être un peu après. Mais on veut se diversifier, mais on veut pas se cramer. On veut pas mettre la boîte en péril. On veut pas mettre nos employés en péril non plus parce qu'on a des salariés qui comptent sur nous. On a des gens qui bossent avec nous, donc il faut qu'on les paye. Donc on a des décisions à prendre. Donc, justement, ça va faire le lien pour la suite de la croissance. Donc, j'ai compris que vous aviez développé des boîtes de manière organique. Est-ce que tu penses que la solution, c'est peut-être de reprendre des boîtes existantes pour pas dépenser cette énergie sur la phase initiale, qui est une phase qui consomme beaucoup de carburant, d'énergie, quoi, et puis de cash. Des ressources. Ouais. Et du coup, c'est quoi la stratégie pour les prochaines années que vous voyez?
Tu parles de reprise d'entreprise, par Ouais, exemple. alors, Dans quel domaine? on y pense beaucoup. En fait, je vais revenir un petit peu sur le modèle qu'on a, qui est du personal branding. Ouais. Donc, on a Chloé qui a l'expertise, qui a la visibilité et qui, du coup, est le vecteur de vente et le vecteur commercial principal, celle qui fédère l'audience, qui font des clients, des prospects, et c'est ce qui nous permet de vendre beaucoup. Donc ça, c'est un très gros levier. Ouais. En revanche, on repose énormément sur Chloé. Si il y a un pépin qui lui arrive, quoi que ce soit, elle tombe malade, elle a un accident, ou qu'on s'engueule, ou en fait, la boîte, ça n'a pas de valeur. Notre société, le problème de notre société, enfin le problème, une des particularités de la société, c'est que elle est très rentable. Elle est très profitable, mais il n'y a pas de capitalisation. Mais même, tu peux pas la revendre, ouais, c'est ça, c'est exactement la ça. Revendre. Le seul moyen, ce serait que Chloé me rachète mes parts. Que même si moi je rachète les parts de Chloé, s'il n'y a pas Chloé, je n'en fais rien. Ouais. Et tu sais d'ailleurs que c'est drôle parce que je sais pas si tu avais suivi cet épisode, mais il y a 2 ans et demi, un influenceur dans le domaine de la liberté financière qui s'appelle Théophile Hélier, qui est très connu, voulait vendre son activité et on s'était positionné. Ouais. Avec un autre entrepreneur, on était quasiment allé au bout de l'opération et ça a capoté. On était d'accord sur tout, le prix, etc. Ça a capoté parce qu'il nous a dit qu'il voulait pendant encore, je sais plus 6 mois ou 1 an, continuer d'encaisser les bénéfices. Et nous, on s'est dit non, ça marche pas. On peut pas te payer. Toi, tu touches les bénéfices 1 an. Et on est sur une boîte qui a une durée de vie potentiellement courte parce qu'elle est très liée à son image en fait. On avait réfléchi à ces problématiques. Exactement, ouais. On a des boîtes intuitu per personae, comme disent les avocats, qui dépend énormément de son fondateur, du créateur, là en l'occurrence de Chloé. Donc elle a pas de valorisation. On a des actifs, on a certes une base de clients, on a une base de données, on a un peu de technologie, mais c'est pas valorisable. Et de toute façon, s'il n'y a pas Chloé dedans, personne ne pourrait nous l'acheter. Donc c'est un premier problème. Enfin, en tout cas, c'est un risque. C'est un vrai risque. On a un vrai levier grâce à ça, mais c'est un risque aussi. D'autre part, Chloé, elle n'a pas forcément envie toute sa vie d'être sur les réseaux, de devoir partager du contenu quotidiennement, d'écrire des posts, d'enregistrer des podcasts, etc. Donc, si demain, elle arrête, tout ce qu'on a créé en 7-8 ans, on peut pas en tirer profit. On en aura tiré profit à le temps de l'exploitation commerciale de l'activité, mais il y a plus rien. Donc c'est un petit peu dommage. En fait, on a le potentiel de se créer des actifs qui ne dépendent pas de l'image de Chloé, mais qui peuvent tourner et être rentables quand même. Et en fait, c'est ce qu'on avait commencé à créer avec la marque de vêtements. On avait créé une marque de vêtements qui n'avait pas le nom de Chloé, qui avait une marque propre, une identité propre. Là où on a fait une erreur, c'est que on a voulu gérer nous-mêmes la création d'une ligne de vêtements, ce qui est un métier complètement différent, et du coup, ça nous a bouffé. Alors, on avait une chef de produit, on s'est entouré, mais on a mal géré le fait que c'est un métier à part entière et que du coup, c'est quelque chose qui demande des ressources, du temps, du savoir-faire, et que si nous on le met, on le met pas dans ce qui fait tourner la boîte, quoi. On y revient toujours. Donc en fait, aujourd'hui, on se dit, on veut capitaliser sur ce qu'on a créé depuis 8 ans, depuis 7-8 ans. Il faut qu'on trouve quelque chose qui nous permette de mettre toute la force commerciale qu'on a au service d'une activité qui ne dépend pas de Chloé. Donc alors on a envisagé de racheter des sociétés. On a eu 3-4 touches avec notamment des e-commerce. Donc on cherche des boîtes qui ont des produits qu'on pourrait vendre, qui correspondent à notre image, à nos messages, à l'image de Chloé, qu'on pourrait vendre. Donc on a un levier commercial là-dessus, mais qu'on pourrait développer aussi en parallèle de ça, indépendamment de l'image, de la visibilité de Chloé. Donc là, c'est un peu la réflexion. On a encore là des gens sur un média, un gros média, qui sont intéressés pour vendre éventuellement, à voir. Donc on étudie ça, mais aujourd'hui, on est dans une démarche de se dire, ok, comment est-ce qu'on peut capitaliser sur ce qu'on a créé depuis autant d'années et faire en sorte que ce soit quelque chose qui continue à nous rapporter après, même si Chloé arrête, parce que elle va pas faire ça toute sa vie non plus, quoi. Ok, donc tu te dis, on a aujourd'hui du capital parce qu'on a fait du cash pendant toutes ces années-là avec l'activité. On a une communauté engagée à qui on peut vendre des produits s'ils sont qualitatifs, bien sûr, et qui sont en phase. Et donc tu te dis, là, l'opportunité serait peut-être de racheter des business. Exactement. Pour te donner un exemple un peu concret, on a failli racheter un e-commerce de bougies
Ok. Des bougies entièrement fabriquées en France à la main, avec du parfum de grâce, de la cire végétale, enfin un beau produit. Ouais. C'est quelque chose qui correspond complètement au type de produit qu'on pourrait vendre et qui plairait à notre clientèle. Donc on sait que si on propose un produit comme ça à notre clientèle, à notre audience, ça va faire des ventes. Ouais. Si nous, en plus de ça, on est très fort sur la partie branding, marketing, etc. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et si on crée une belle marque, notre levier commercial via notre audience, notre communauté, notre clientèle nous permet de générer du cash qu'on peut réinvestir dans du marketing, de la communication. Ouais, un écosystème. Voilà, différent sur du retail, autre chose. Enfin, voilà, pour développer une marque. Bon, il se trouve que ça s'est pas fait. On s'est pas entendu avec le cédant. Mais voilà, vous étudiez. Que petit à petit, on étudie et on lance des perches aussi. Les gens savent qu'on est intéressé. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai fait en sorte, alors, même si le marketing digital, c'est ma spécialité depuis presque 20 ans, j'ai appris énormément ces 15-20 dernières années sur la gestion d'entreprise, etc., sur la partie financière. Quand on veut racheter une boîte, il y a aussi des prérequis à avoir en termes de structuration de l'entreprise, en termes de capitaux, de finances. Donc j'ai fait en sorte de structurer la boîte de telle sorte qu'on puisse racheter facilement une autre entreprise en faisant appel à des banques, donc en ayant des gros capitaux propres pour que les banques nous prennent au sérieux, parce que c'est vraiment pas donné quand on a une activité en ligne sur les réseaux sociaux, qu'on fait du contenu machin, que les banques vous prennent au sérieux. Et ça a été un vrai enjeu, ça, dès le début. C'est que notre banquière, enfin en tout cas la première banque à qui on s'est adressé, comprennent l'activité et comprennent que c'est pas juste de la rigolade sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on sait une équipe que c'est une vraie entreprise. On a les banques qui qui tirent un peu la langue parce que on a des beaux chiffres, des beaux résultats, on est solide, on a montré qu'on évoluait et qui nous ont dit oui, on vous accompagne, il n'y a pas de souci. Ok. Mais c'est un vrai tout. Enfin, il faut convaincre les banquiers. Il faut convaincre les banquiers, les avocats. Le nerf de la guerre, c'est avoir l'argent. Le nerf de la guerre, c'est avoir l'argent. Donc avoir les capitaux en propre, mais bon. Oui, mais même si tu les as en propre, c'est mieux de faire du levier. On va pas se délester de notre trésor et de nos capitaux pour acheter une boîte qui est rentable. Et donc voilà, faire du levier bancaire et pour ça, il faut structurer les choses un peu comme il faut. Tu vois, tu parles de faire du levier. Bon, tu sais, tu n'ignores pas que c'est ma passion, faire du levier bancaire avec la dette et notamment sur l'IMO. Ça va faire la transition. Toi, en tant qu'entrepreneur, tu gagnes très bien ta vie. Aujourd'hui, alors, t'es pas un spécialiste de l'investissement, on le dit, on en parle en off. Mais dans quoi t'investis, même si t'es pas un spécialiste, c'est intéressant. Comment tu places ton argent ? Ouais, j'ai investi. Alors, moi, mon argent, j'ai une structuration avec une holding, donc je me verse un peu de revenus. Je m'en verse pas énormément parce que je suis célibataire, donc j'ai une tranche marginale d'impôt assez importante. Pas envie de payer. Pas utile. Voilà, c'est pas très utile. Donc j'ai une holding et je fais circuler la trésorerie du coup à la holding et j'investis via la holding essentiellement. J'ai investi dans de l'immobilier, j'ai investi un peu, donc j'ai des locaux commerciaux. J'ai un ami associé aussi d'ailleurs qui est un très gros investisseur dans des locaux commerciaux, qui a des dizaines de millions d'euros de patrimoine là-dedans, donc qui m'a montré ça. Donc c'est un investissement qui est hyper intéressant. T'as fait dans quelle région ? À Lyon. Okay. À Lyon. J'ai acheté des bureaux à côté de la gare de la Part-Dieu. Un meilleur investissement. Ils seront remboursés en moins de 7 ans. Wow. Donc voilà, faut qu'on en parle un peu plus. Ultra tranquille. Enfin voilà, on a eu un peu la période de Covid où on n'a pas trop su, mais au final ça s'est bien passé. Et voilà, les locaux commerciaux, si je peux en faire plus, j'en fais plus parce que alors locaux commerciaux, s'ils sont bien placés, parce qu'il y a vraiment sont bien placés, voilà, c'est un gros sujet d'emplacement, voilà, parce qu'il y a sujet d'emplacement et malgré tout l'emplacement peut chavirer du jour au lendemain. Exactement. Avec des plans d'urbanisme un peu bizarres ou à l'inverse se peuvent prendre énormément de valeur parce que tu as un arrêt de tram qui vient se mettre devant. C'est ça. Donc il y a un gros sujet là-dessus. J'ai acheté des apparts, j'ai acheté 2-3 apparts dont 2 que j'ai revendus là juste avant la grosse baisse des taux. J'ai eu du nez, non pas à cause de ça, mais parce qu'à Lyon on a le plafonnement des loyers qui est tombé et c'était des colocs et j'ai eu des courriers qui me disaient que je devrais plafonner mon loyer et du coup j'étais plus rentable, donc j'ai réussi à les revendre juste avant. Surtout que les prix ont beaucoup baissé à Lyon et les depuis prix 2 ans. Beaucoup baissé, donc j'ai eu énormément de chance.
Voilà. Donc là, aujourd'hui, j'ai quoi? J'ai un local commercial qui est loué. J'ai ma résidence principale. Ok. En termes d'IMO, c'est tout. J'ai des crypto-monnaies. J'ai pas mal de crypto. Ça, pour le coup, c'est quelque chose. Et ça, tu gagnes en crypto ou? Alors là, en ce moment, oui. En ce moment, oui. J'ai même réussi à ne pas beaucoup perdre sur le bear market là, des 2-3 dernières années. Donc, j'ai commencé à investir juste avant le bull market, enfin au début du dernier bull market, fin 2019, début 2020. J'ai commencé à investir, j'ai gagné beaucoup, je me sentais plus, j'étais le meilleur investisseur du monde évidemment. Et puis après, ça m'est arrivé aussi. Et je me suis dit non, finalement, je suis pas si bon que ça. Mais j'ai réussi à pas trop perdre et j'ai continué en fait à investir et j'ai continué à accumuler du coup. Donc là, je suis assez content du marché qui s'annonce. D'ailleurs, on investit de la trésor de la boîte en crypto. Ouais. On va investir une partie de la trésor de la boîte en crypto. On a pas mal de trésor, donc on va mettre une petite somme qu'on peut investir sur un fonds qui va gérer ça. On l'a fait, nous. On l'a fait alors l'histoire est drôle, on l'a fait avec Michael en 2020, pareil, quand les choses sont montées. Et on s'était fait accompagner, parce que nous, on aime bien déléguer. On croit beaucoup à l'expertise. Les gens viennent nous voir pour de l'expertise IMO, mais on est pareil. Je ne vais pas m'improviser sur la crypto. Ou alors, il faut y passer énormément de temps, que ça devienne ta passion. Tu te formes, mais c'était ni mon souhait, ni j'en avais le temps. Et on s'était fait conseiller, c'est assez drôle, par un jeune qui avait 20 ans. Faut avoir un peu de courage. Mais c'est le côté entrepreneur, tu vois. Qui avait 20 ans, mais qui était un expert sur les réseaux de crypto. Il était très sympa. Et il nous a accompagnés et on a placé 1 million d'euros. C'est énorme. Pour nous, c'était énorme. On a placé 1 million d'euros en crypto. Donc c'est monté, je crois qu'on est monté, on avait investi assez tard, c'est monté à 1,2 million. Et en fait, pour une raison de clôture comptable, je crois qu'on clôture en mars. Faudrait que je regarde les années, je me rappelle plus, mais on clôture en mars. Et du coup, on a voulu matérialiser une perte. On avait perdu que 100 000 ou 100, enfin que 100 ou 150 000, mais on était genre à 15% de perte. Et donc, on a voulu matérialiser la perte. Parce qu'on avait du résultat, heureusement avec l'activité, on voulait la répercuter. Et en fait, du coup, on a liquidé nos positions sur 850 000 euros, je crois, au lieu d'1 million, un truc comme ça, dans les grandes masses, quoi. Et ça a chuté juste après, et on s'est dit, mais heureusement qu'on a eu la clôture comptable au 31 mars, parce que sinon on aurait perdu beaucoup plus que ça. Beaucoup plus, non, c'est le risque. Et moi, toi, c'est pareil, au dernier bull run, j'ai essayé de m'improviser investisseur, en me renseignant, en trouvant des tokens, machin, etc. En fait, aujourd'hui, je sais que c'est clairement pas ma force. Donc là, j'ai quelqu'un de confiance qui fait ça depuis très longtemps, qui va gérer l'argent. D'ailleurs, c'est un mec qui est en ligne avec qui j'ai démarré. C'est quelqu'un avec qui j'ai commencé à créer des sites web il y a une vingtaine d'années. Qui s'appelle Sylvain, et sa boîte, ils ont changé de nom. Maintenant, ça s'appelle le Stradogy. Je fais une petite pub gratos pour eux, mais voilà, c'est très bien. Ils font quoi? Ils gèrent des investissements? Ils ont tout un écosystème maintenant. Ils sont passés en mode de SaaS avec un écosystème qui permet de gérer ou avoir une partie un peu information sur des analyses techniques de différentes cryptos, ou un système qui te gère, qui va placer les ordres pour toi, qui gère pas, tu mets pas ton argent chez eux, tu le gardes sur ton exchange, et ils placent eux-mêmes les ordres, etc. Et juste déjà sur 2023, on a fait plus de 70%, tu vois. Bitcoin a fait 100 et quelques % en 2023, donc j'aurais tout mis sur le Bitcoin. Moi, je me méfie quand même enfin, je connais pas cette société, là, je le dis pour le podcast, je me méfie parce que j'ai eu tellement d'arnaques, et je parle pas encore une fois de ça, je les connais pas, mais tellement il y a eu tellement de trucs sur les robots, les machins. Moi, je suis très prudent. Essentiellement des trucs foireux. Je pense qu'il y a 99% de trucs. Après, c'est de l'humain. Si tu connais la personne. 1% de trucs qui marchent bien. Lui, enfin, je le connais personnellement. J'étais témoin de son mariage. C'est un pote. Je lui fais confiance. Oui, voilà. T'as une histoire avec lui. Me dira si j'ai raison ou pas. En tout cas, là, dans on va dire les 12 prochains mois, a priori, même en étant un mauvais trader, ça devrait marcher. Un bull market, on n'arrive pas à faire au moins les perfs que font le Bitcoin. C'est dommage, mais voilà. Donc, c'est pour ça. On place un peu de trésor. C'est quelques dizaines de milliers d'euros là. Tu vois, c'est oui, tu te mets pas non plus en risque. Voilà, donc j'investis en crypto, j'investis en or. Honnêtement, je suis pas. T'as acheté de l'or ou pas? Ouais, j'ai acheté de l'or. Alors, physique? J'ai acheté de l'or physique, ouais. Ah, moi aussi. J'ai acheté des à Napoléon. Ouais, ok. C'est le plus liquide, donc c'est le meilleur placement. Le plus liquide. J'en ai acheté. J'ai fait une sorte un DCA sur l'or un peu involontaire, mais j'en ai acheté à 2019, 2020, 2021. Et pourquoi t'as investi là? C'est plus de la curiosité personnelle. Pourquoi t'as investi sur l'or? Je trouve ça cool.
Ok. Ça me plaît. Okay. Voilà, le matériau me plaît. Tu vois, là, je sais que je vais à Bali. J'ai envie de me faire un bijou sur mesure. Ben, je vais apporter mon or. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a quelque chose de. Oui, il y a un lien physique. Il y a un lien physique. J'aime bien. C'est sonnant et trébuchant. J'ai mis un peu sur des assurances vie. J'en avais mis sur une assurance vie que j'ai sorti en partie là il y a quelques semaines, que je vais mettre sur de la crypto, parce que quand je vois les perfs de l'assurance vie des 5 dernières années là en l'occurrence, par rapport à ce que je peux faire avec la même somme en crypto, ça sert à rien pour l'instant, tu vois. Donc voilà, je suis pas, j'ai pas une stratégie d'investissement hyper claire, hyper cadrée ou quoi que ce soit. Je m'entoure de gens qui savent mieux que moi. Mon pote sur la partie mot commercial, mon pote sur la partie. Je pense que c'est ça le secret. Bourse, je fais confiance aux gens que j'estime. Après, et c'est ce qu'a fait Chloé avec toi, et je pense. C'est ce qu'a fait Chloé avec moi, voilà. Je pense c'est quand on démarre l'entrepreneuriat. Moi, l'expérience que j'ai, c'est qu'au tout début, quand on démarre, souvent quand on démarre, on n'a pas d'argent, donc ça s'explique. Mais on prend les outils les moins chers. On veut tout faire soi-même. Et en fait, l'entrepreneur qui commence à réussir, c'est parce qu'il sait faire appel aux meilleurs outils, aux meilleures expertises, qu'il va chercher ailleurs et qui bâtit une équipe comme tu as pu bâtir. Il n'a pas peur d'investir. On a besoin d'une équipe en permanence. Quand on fait de l'IMO, on a besoin d'une équipe. On a besoin d'un avocat, on a besoin d'un agent, on a besoin d'un notaire. Même dans ton business, tu investis en recrutant un salarié, ça coûte. On peut se dire, mais attends, pourquoi je prends un salarié pour faire telle action que je pourrais faire moi-même? Parce qu'il va peut-être le faire même pas forcément mieux que toi au début. Moi, je dis toujours à mon équipe. Exactement. Ce que je dis, c'est ça. C'est ce que je dis, moi, souvent mes équipes. Je dis, tu veux pas déléguer parce que tu te dis qu'il va faire à 80 ou 90% de ce que tu vas faire toi-même. Une fois que la personne est formée, elle peut même faire mieux que toi. Ça, il faut être humble. Mais au début, tu te dis, je délègue, elle va faire à 80-90%. Mais 80, plus 80, plus 80, plus 80, si tu mets 4 mecs, ça fait 360% de ce que tu aurais fait toi. Parce que le temps n'est pas scalable, en fait. C'est ça le problème. Le temps n'est pas scalable du tout, ni à l'énergie d'ailleurs. Et il y a des tâches qu'on est capable de faire, qu'on sait faire mieux que les autres, mais qui nous emmerdent et qu'on veut plus faire. Donc il vaut mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse et qui prenne un plaisir et qui le fasse mieux, plutôt que tu le fasses alors que ta valeur ajoutée est ailleurs. Donc ça, c'est pareil sur le recrutement, la délégation. Au début, ça a été un gros sujet parce que quand on recrute nos premiers employés, on a peur de faire une connerie, de mal le choisir, etc. On met du temps. Puis une fois qu'on a commencé, on se dit en fait si, c'est très bien, il faut que je recrute. Puis après il y a le process inverse. Une fois qu'on a mal recruté, on se dit mince, il faut que je me débarrasse de la personne, et on a peur de le faire, on sait pas trop comment ça va se passer. Une fois qu'on a vu qu'en fait ça se faisait facilement, ok, on le gère. Enfin voilà, c'est qu'une question d'apprentissage et de prise de confiance. Et de savoir où mettre son temps et son énergie et son argent aussi, quoi. Quel conseil tu voudrais donner toi aujourd'hui à quelqu'un qui se lance ou qui pense se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors on va rester peut-être sur la création de contenu, qui se dit, pour revenir, qu'il a une expertise. Quelles seraient les premières choses, si tu devais citer 3 actions, je te prends un peu au dépourvu, 3 actions pour se lancer et commencer à commencer son histoire, tu vois? Je te dis pas pour exploser, devenir riche. Il faut poser, à mon avis, les choses petit à petit. Ce serait quoi le début, les premières actions que tu conseillerais? Alors, je vais dire quelque chose que j'ai eu tendance à faire et que je fais encore aujourd'hui. Je vois parce que je lance un podcast et je retombe dans les mêmes travers que quand j'étais à débutant sur d'autres trucs. C'est tout simplement de passer à l'action. Enfin, c'est le conseil le plus bateau qu'on entende partout, mais qui est le plus vrai. C'est si tu as une idée, un truc, lance-le. Il vaut mieux que ce soit fait que parfait. Ouais, c'est ça. Ne pas être trop pointilleux sur la perfection. On peut être trop perfectionniste. Donc c'est de le faire. Moi, il y a plein d'idées que j'ai eues, de trucs que d'autres ont développé derrière. J'aurais pu le faire moi-même et c'est des bonnes idées, mais je suis pas passé à l'action pour X raisons. Donc voilà, c'est de se lancer. Quand c'est sur les réseaux sociaux, c'est de prendre l'habitude de ne jamais regarder les commentaires de tes publications, de tes pubs ou de tes trucs, parce que je pense que ça peut flinguer la motivation de beaucoup de gens, et il y en a beaucoup qui arrêtent avant même d'avoir percé à cause de ça. Si t'es pas solide un peu mentalement, les réseaux sociaux, ça peut être dur. Et la troisième, comme tu disais, c'est de s'entourer. C'est d'arrêter de penser qu'on est capable de tout faire tout seul à mieux que les autres.
tu sais certainement faire certaines choses mieux que d'autres, mais ton temps il est limité, ton énergie aussi. Donc confie des choses à d'autres personnes et délègue. Ou associe-toi si t'as pas les moyens de payer quelqu'un. Il vaut mieux s'associer. C'est comme en immobilier. Si t'as pas les moyens de faire un emprunt, si t'as pas le cash, mais que tu sais trouver les offres et faire les travaux, par exemple, tu t'associes avec quelqu'un et voilà. Et tu démarres comme ça. C'est quoi déjà la citation? Seul et ensemble on va plus loin. Seul, je sais pas. Seul on va plus vite. C'est ça. Seul on va plus vite. Ensemble on va plus loin. Ouais, exactement. Ouais. Ensemble on peut aussi aller plus vite. Mais bon, dans l'idée c'est vrai. Ouais. Peut-être qui t'aura envie de voir invité sur ce podcast Money Talk, ou encore une fois pour donner de la motivation, montrer aux gens que c'est possible de faire dans les entrepreneurs que tu connais qui sont inspirants autour de toi. Dans les entrepreneurs que je connais qui sont inspirants, parce que moi je t'aurais dit Bernard Arnault, mais je le connais pas. Mais il vient la semaine prochaine. Super, tu profiteras pour me le présenter. Mon ami Gaspard Hafner, qui est le cofondateur de Mime, la startup de création de contenu, Mime, qui est que je connais depuis très longtemps. Ça fait une quinzaine d'années qu'on se connaît, bien avant qu'il fasse Mime, que j'ai vu aussi passer par tout plein d'étapes entrepreneuriales, du succès au doute, au gros doute, à des grosses phases de difficultés aussi, et qui aujourd'hui a une boîte qui fait 100 millions de chiffre d'affaires en 2023, sans lever de fonds, de manière rentable et tout. Enfin voilà. On va l'inviter. Une belle croissance et un parcours hyper inspirant qui est ultra smart, qui est très humble et qui a plein de choses à raconter. Voilà, Gaspard Hafner. On va l'inviter. Le mot de la fin, peut-être, Béranger? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour tous les gens qui ont écouté ton histoire et qui se disent que c'est inspirant c'est un podcast sur l'argent, c'est Money Talk, donc l'argent c'est bien, malgré ce qu'on en dit. C'est mieux d'en avoir que de pas en avoir. Donc à tous ceux qui disent l'argent fait pas le bonheur, machin. Mais est-ce que tout le monde d'en faire déjà est-ce que tous les gens qui écoutent le podcast, tu penses qu'ils sont en mesure, tous autant qu'ils sont, de faire de l'argent? Alors pas forcément des milliards, mais tout le monde est capable de gagner plus d'argent que ce qu'il n'en gagne actuellement. Voilà. Ça ne veut pas dire que tout le monde peut devenir multimilliardaire, multimillionnaire, etc. Il y a des gens qui n'ont pas ça. Je pense que je ne viendrai peut-être jamais multimilliardaire. Je suis certainement pas câblé pour ça. Mais en tout cas, on peut toujours gagner plus que ce qu'on a et améliorer son niveau de vie, son confort de vie. Grâce à l'argent, si on sait aussi comment l'utiliser, si on l'utilise. L'investir. Merci beaucoup, Béranger. Donc si c'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, vos plateformes préférées, à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Un grand merci, Béranger, de nous avoir donné du temps, et puis on se revoit très bientôt pour de nouvelles aventures entrepreneuriales. Ciao. Au revoir. Au revoir.